Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et ce soir, Célia vous dirait tout sur le débat des municipales, troisième débat qu'Alsace 20 organise. Et ce soir, il est consacré à la ville de Strasbourg. On parlera cinéma avec le film Police, c'est le duo Virginie Efira-Omar Sy. Anne Fontaine, la réalisatrice, est ce soir sur le plateau de 24 heures en Alsace. Guillaume Roden de la compagnie Banana Impro, regardez, avec toute sa troupe, c'est de l'impro spectacle, c'est samedi prochain. Et on en parle ce soir dans ce vendredi. Juste avant, c'est le JT. Il est présenté par Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 6 mars. La collecte annuelle des Restos du Cœur a débuté aujourd'hui, un moment important pour l'association fondée par Coluche puisque 7% des denrées et produits distribués chaque année sont collectés pendant ce week-end solidaire. Le bac Drusus à l'arrêt pour cause de rénovation. La navette gratuite transporte chaque année plus de 500 000 passagers de l'une à l'autre des rives du Rhin. Et puis, si certains pensent déjà aux élections municipales, pour les expatriés américains, l'heure est au vote pour la primaire démocrate. À Strasbourg, un bureau de vote a été installé pour l'occasion. Mais pour commencer, la progression du coronavirus s'accélère. Dans le Haut-Rhin, le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. 81 cas ont été confirmés. Le préfet a donc décidé de passer au stade 2 renforcé de l'épidémie dans le but de limiter la propagation du virus. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place dans le département. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits et les manifestations sportives ne pourront se dérouler qu'à huis clos. Dès demain, une centaine d'écoles resteront portes closes, ce qui concerne entre 30 000 et 40 000 élèves. À noter également que les mineurs ont l'interdiction de rendre visite à des personnes fragiles dans un établissement de santé ou EHPAD. En effet, les enfants moins sensibles au virus peuvent transmettre la maladie sans avoir de symptômes. On écoute le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, au micro de Marine Zis. J'invite toute la population à adopter une attitude responsable, dans le même souci de précaution, mais de proportionnalité. Se protéger, oui, bien sûr. Se protéger comment? En respectant les règles élémentaires d'hygiène. Se protéger en limitant les contacts qui ne seraient pas nécessaires, mais surtout ne pas céder à la psychose. Malgré l'ampleur de ces mesures qui sont destinées à limiter la diffusion de la maladie, je rappelle que le Covid-19 est une maladie qui ressemble à la grippe. Elle en a les mêmes symptômes, elle en a dans la plupart des cas les mêmes effets, mais sa contagion est plus facile, on le voit. Il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin et pour certaines personnes fragiles, les effets peuvent être plus graves. C'est la raison pour laquelle les mesures sont adaptées à cette situation. Et c'est à Mulhouse que se trouve l'un des plus gros foyers épidémiques de France, suite au rassemblement évangélique de fin février. La ville a donc décidé de renforcer les mesures prises par le préfet aujourd'hui. On écoute la maire Michèle Lutz. Depuis plusieurs jours, j'ai réuni quotidiennement autour de moi une cellule de crise. J'en sors à l'instant. Le plan de mobilisation de crise à Mulhouse a été déclenché. Il permet, sous l'autorité du maire, de mettre en œuvre l'ensemble des ressources de la ville pour faire face aux situations majeures atteignant notre population. J'ai pris la décision de fermer les établissements recevant du public, les musées, le conservatoire, les bibliothèques, le parc des expositions. Les gymnases et les complexes sportifs ne seront réservés qu'aux entraînements à huis clos. Pour des raisons de cohérence et de simplification pour les familles, nous compléterons la liste préfectorale des lieux accueillant des enfants. Le gouvernement a annoncé le maintien des élections municipales. Dans ce cadre, nous développons les mesures de prévention et d'hygiène. La désinfection des machines à voter après chaque passage. La mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Le renforcement du personnel municipal mis à disposition des bureaux de vote.
Et parmi les nouveaux cas figure notamment un député du Haut-Rhin, Jean-Luc Reiser, des Républicains. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de Mulhouse. Et de nombreux événements sont impactés. La mairie d'Ilkirch a pris la décision d'annuler la 23e édition du Printemps des Bretelles. Quant à la prochaine session du Parlement européen à Strasbourg, du 9 mars, elle se déroulera à Bruxelles. Pour rappel, n'appelez le 15 qu'en cas de symptômes tels que la fièvre importante, de la toux et des difficultés respiratoires. Pour toute autre question sur le virus, appelez le numéro vert national au 0800 130 000. En bref, après le déraillement du TGV reliant Colmar à Paris hier matin, le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête pour blessure involontaire confiée à la gendarmerie. L'objectif, déterminer les causes de cet accident qui a fait 22 blessés, dont un grave. La piste évoquée serait celle d'un glissement de terrain. Le TGV est sorti de sa voie aux alentours de 7h45 dans le secteur d'Ingenheim, au nord de Strasbourg. Cette portion de ligne à grande vitesse ne pourra pas être empruntée pendant plusieurs jours. Les voyageurs de la ligne Strasbourg-Paris devront donc prévoir 45 minutes de temps de transport supplémentaire. C'est le début de la collecte annuelle des Restos du Cœur. Pendant 3 jours, l'association espère recevoir 9000 tonnes de produits dans toute la France. Des produits qui seront ensuite distribués lors de sa campagne d'été. Alors que dans le Haut-Rhin, la collecte a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, dans le Bas-Rhin, 1000 bénévoles sont à pied d'œuvre dans 70 grandes et moyennes surfaces. Exemple ce matin à Wendenheim, un reportage de Gilles Kunz. Bonjour, on est sur la collecte des Restos du Cœur ce week-end. Merci. Comme Simon, ils étaient nombreux ce matin à distribuer des tracts aux clients de cette grande surface. Tous ont accepté de se muer en bénévoles le temps d'une journée solidaire. Si on peut apporter quelque chose, une petite pierre à son édifice, on le fait. Et voilà, c'est simplement pour pouvoir aider. On donne une journée de notre temps de travail pour aider les autres. En fin de matinée, ces missions accomplies. Après avoir fait leurs courses, beaucoup de clients ont déposé une partie de leurs achats dans les cagettes mises à disposition par l'association dans le hall du magasin. J'ai l'habitude de donner une fois par an en quantité assez importante. Si nous on a la chance de ne pas être trop malheureux, je pense qu'il faut venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Dans le Bas-Rhin, l'objectif des Restos du Cœur est de collecter 160 tonnes de produits sur tout le week-end, soit 10% de plus par rapport à la campagne de 2019. Des dons qui seront ensuite redistribués aux 13 000 personnes aidées par l'association dans le département, dont une majorité de personnes isolées et de familles monoparentales. On a besoin de tout, de produits non périssables, de conserves, de thon, de poissons, de fruits, de légumes, de produits d'hygiène, de produits pour bébés, des pâtes, du riz, de la semoule, de l'huile, de la farine, on a besoin de tout. Ça nous permet de commencer, de proposer des produits variés, différents de ce qu'on propose habituellement. Puisqu'on quelquefois on a toujours les mêmes produits qui sont fournis par les restos, qui sont achetés par les restos et donnés. La campagne d'été des Restos du Cœur démarre au mois d'avril et s'étendra jusqu'en août. Plus de 2000 tonnes de produits seront distribués dans le Bas-Rhin. Vous l'avez sans doute déjà emprunté pour relier la France à l'Allemagne. Le bac Drusus à Drusenheim va bientôt couper son moteur pour 3 mois. En effet, il va rejoindre un chantier naval en Allemagne pour une révision complète et une rénovation de tout son système de navigation. La plateforme d'accès et les conditions de circulation seront réaménagées. Des travaux qui vont débuter à partir du 20 mars. Fanny Kunz s'est rendue sur le bac pour l'une de ses dernières traversées. C'est un de ces derniers allers-retours. Le bac rhénan de Drusenheim va bientôt partir sur un chantier naval allemand pour une révision complète. Si le dernier entretien courant date de 2017, cette année le chantier sera de grande ampleur. Drusus va connaître une modernisation complète, de quoi lui donner une seconde jeunesse. Drusus est un bac qui a un peu plus de 40 ans. Sa structure est en très bon état. Et donc les études ont montré la pertinence de rénover la chaîne de propulsion du bac. Donc depuis les moteurs, les inverseurs, l'équivalent des embrayages et la chaîne de pilotage, donc toutes les commandes électriques et numériques jusqu'à la cabine de timonerie. Avec ses 613 000 passagers annuels, le bac de Drusenheim a un rôle stratégique pour le département du Bas-Rhin qui gère et cofinance cette navette avec le Land du Bade-Württemberg. Passerelle quotidienne dans le développement du tourisme mais aussi dans l'accès à l'emploi transfrontalier, autant d'enjeux à préserver.
L'enjeu est bien sûr nouveau, puisqu'à partir de janvier prochain, nous serons dans la collectivité européenne d'Alsace. Vous savez que ça, c'est une entité qui va regrouper les 2 départements du Rhin, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, qui aura des compétences supplémentaires. Et parmi ces compétences, il y a le chef de fila de tout ce qui est transfrontalier. Et donc ce que nous faisons là s'inscrit aussi dans cette perspective. L'accès au bac sera fermé pour 3 mois à partir du 20 mars. Il faudra alors emprunter le pont de Gamsheim pour se rendre de l'autre côté du Rhin. Une fermeture qui devrait durer jusqu'au 15 juin. Ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pendant cette journée, les femmes du monde entier se mobilisent pour les victoires de leurs droits, mais aussi pour faire entendre leurs revendications. À Strasbourg, certaines se sont déjà mises en marche aujourd'hui. Le comité Louise Michel, qui lutte pour l'émancipation des femmes, a organisé un rassemblement à Haute-Pierre cet après-midi. Fanny Kunz a été à leur rencontre. On revendique des vrais salaires, reconnaissance des travaux féminisés, etc., etc. Les femmes qui sont aides-soignantes, infirmières et même médecins ont mené des luttes exemplaires pour montrer qu'elles étaient mécontentes de la dégradation de leurs conditions de travail. Et là, on ne parle pas de la différence de salaire, on ne parle pas des suivis de carrière dégradés, etc. Donc on dénonce la vie de galère des femmes et on revendique nos droits à la culture, à l'école, à la santé et puis retraite évidemment. Dimanche donc, place de la Bourse à 14h, plusieurs associations organisent une grande marche en l'honneur des femmes. L'après-midi également, le 5e lieu proposera une visite pour découvrir les femmes illustres qui ont marqué Strasbourg. Cela ne vous aura probablement pas échappé, les Américains démocrates choisissent actuellement leur futur candidat à l'élection présidentielle. Un processus un peu complexe qui se déroule État par État. Et les démocrates expatriés aussi ont voix au chapitre. Ainsi, à Strasbourg, comme dans une dizaine de villes en France, les membres du Parti démocrate ont installé aujourd'hui un bureau de vote. Une partie des quelques 300 Américains résidant autour de Strasbourg se sont déplacés. Alors qui de Joe Biden ou Bernie Sanders affrontera Donald Trump en novembre, le vote des expatriés se poursuit en ligne jusqu'au 10 mars. Pour l'investiture finale, rendez-vous en juillet. Ici, on essaye de trouver les Américains qui sont intéressés à voter démocratique dans le primaire. C'est comme si c'était un autre État. Et on a droit à 17 délégués à la Convention nationale qui aura lieu en juillet à Milwaukee. C'est comme si on était un petit État. Je suis américain, j'habite en France, je travaille en Afrique et je peux vous dire la différence, comme on est traité comme Américain sous Obama et sous Trump. C'est incroyable. Aucun respect. Et tout de suite, l'image du jour signée Olivier Anne. C'est sans doute le meilleur outil d'aide à la décision pour savoir pour qui voter aux prochaines municipales. Malheureusement, il ne traite que des 11 premières villes de France. L'étude de l'Institut Montaigne détaillait déjà tous les chiffres et budgets de Strasbourg. Aujourd'hui, elle s'attaque au programme des candidats et propose même un chiffrage de leur projet phare. 15 km de pistes cyclables, 31,9 millions d'euros. Des nouveaux parcs à la Citadelle, la Gare et à Königshofen, 138,8 millions. Planter 500 000 arbres, 25 millions. Mais certains candidats ont, semble-t-il, oublié d'envoyer leur programme. Voilà, je vous rappelle qu'il y a le débat des municipales à partir de 20h. Merci beaucoup Camille pour ce JT. Bon week-end, on accueille le plateau du soir. Anne Fontaine, venez nous rejoindre, réalisatrice du film Police. Célia avec nous pour toute l'actualité de notre chaîne. Guillaume Roden de la compagnie Banana Impro. Voilà pour le sommaire qui nous attend dans la prochaine demi-heure. Place avant cela à la météo. Bonjour à tous, vous en avez marre de la pluie? Moi aussi, c'est pour ça que j'ai convoqué le soleil. Alors il sera présent si vous êtes dans le Haut-Rhin avec tout de même des passages nuageux, toujours beaucoup trop de nuages si vous êtes à Strasbourg ainsi qu'à Saverne et de la pluie du côté de Wissembourg ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les températures en ce samedi matin, il fera 2 degrés, ce sera la minimale dans le col de Saverne ainsi qu'à Sierentz, 3 degrés partout ailleurs en Alsace ainsi que chez nos chers voisins. L'après-midi, eh bien beaucoup plus de rayons de soleil avec tout de même des passages nuageux, toujours de la pluie si vous êtes à Wissembourg ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les températures en ce samedi après-midi, 7 degrés à Sarre-Union et Saverne, 9 degrés ce sera la maximale de Strasbourg jusqu'à Colmar, 8 degrés partout ailleurs sur le territoire alsacien ainsi qu'aux frontières rhénanes. Que va-t-il se passer en ce dimanche? Eh bien la pluie
disparaît. Il n'y aura plus que du soleil et des passages nuageux. Et les températures, regardez, il fera entre 11 et 12 degrés en ce dimanche après-midi. Samedi, nous célébrons les félicités. Bonne fête. Le soleil se lèvera à 6h58 pour nous dire au revoir à 18h22. Excellent moment à tous et à demain. Et on parle cinéma ce soir dans 24 heures en Alsace avec Anne Fontaine. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez rencontrer les Alsaciens dans un petit peu dans une heure, pile, ça sera au Star Syntex pour Police. Avant cela, quelques infos sur vous. On vous doit l'excellent Comment j'ai tué mon père avec Michel Bouquet. On voit la fille de Monaco avec Louise Bourgoin. Plusieurs Césars. Il y en a 3. Le meilleur scénario original pour Nettoyage à sec. 2 Césars de la meilleure adaptation pour Entre ses mains, c'était en 2006. Et Coco avant Chanel. Voilà pour qu'on plante un petit peu le décor. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le film Police avec Virginie Efira et Omar Sy. Pourquoi le contexte de la police, pourquoi une reconduite à la frontière, on va le voir dans quelques instants dans la bande-annonce, vous ont séduit pour en faire un film? Il y a une relation assez bouleversante entre cette femme policière, ces 2 hommes qui vont partir pour une mission inédite, puisque ce n'est pas leur spécialité, et la rencontre avec ce garçon tadjik qu'ils doivent ramener à la frontière. Il y a vraiment, c'est un film sur la désobéissance, la transgression, la pensée. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête alors qu'ils vont conduire quelqu'un à l'inéluctable. C'est très humain, on va le voir aussi dans la bande-annonce. Est-ce que vous avez intégré, suivi des équipes de police? On voit dans le film, il y a des violences, il y a des bagarres, il y a des violences envers des femmes, etc. Est-ce que quand on réalise un film comme ça, est-ce qu'il faut s'en imprégner? Ah oui, j'ai eu la chance de rencontrer un policier qui m'a initié dans un commissariat, qui a fait travailler les acteurs, et c'est indispensable d'être véridique sur ce métier, même si c'est un film, c'est pas un policier, c'est vraiment un film sur une expérience humaine et c'est pas un polar, c'est un film social. C'est un film, oui, je dirais même existentiel sur qu'est-ce qu'on ferait à leur place, comment on réagirait, est-ce qu'on transgresserait, ou est-ce qu'on resterait neutre et la désobéissance, qu'est-ce que c'est que la désobéissance vitale? C'est l'histoire de ces 3 flics, Aristide, Virginie et Eric, qui travaillent en équipe. Et Virginie, un soir, n'a pas tellement envie de rentrer chez elle avec son compagnon et son enfant. Et elle se porte volontaire pour amener, et elle va le découvrir, un homme à l'aéroport pour reconduite en frontière. En route, elle a un dossier sur les mains, elle va l'ouvrir, elle va regarder, se rendre compte que cet homme a été torturé et que probablement il sera exécuté lorsqu'il rentrera dans son pays. Elle va donc chercher à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Bande-annonce. Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais? Oui. Et comment t'es passée du patin au flingue? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises d'angoisse? Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous de faire ça? C'est le type avec le pull orange, là. Méfiez-vous quand même. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste? Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort? C'est moi le salaud, c'est ça? J'obéis aux ordres. C'est mon boulot, figurez-vous. C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein? Pas les tiennes, en tout cas. Ça suffit! Vous me faites chier! Personne n'est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier, et il a fallu que vous foutiez la merde. Voilà, Anne Fontaine, réalisatrice de Police, est sur notre plateau. J'ai vu le film ce matin, bien évidemment. On est en empathie avec ces 3 flics et on est triste que ce pauvre réfugié ne parle ni le français ni l'anglais pour expliquer son mal-être, pour expliquer aussi pourquoi il est là. En fait, il reste mystérieux jusqu'au bout, cet homme qui en même temps nous émeut, mais en même temps
nous rend anxieux parce qu'on ne sait pas s'il veut être violent à un moment donné. Et il ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, mais il exprime une humanité. C'est un grand acteur iranien, et Peyman Moaadi, qui est vraiment extraordinaire, je pense, dans le film. Tout fonctionne sur rien, il n'y a pas de dialogue avec lui, il n'y a que des gestes, il n'y a que des... Il dit quelques phrases en tadjik. Ouais. Qui ne sont pas traduites, mais on peut imaginer ce qu'il exprime. Chose très étonnante dans ce film, je regarde le film et au bout d'un moment, je réentends les mêmes dialogues. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui, est-ce qu'il y a eu une erreur dans le montage, etc. Sauf que le même dialogue est vu par d'autres caméras, donc d'autres points de vue. C'est, en gros, chaque flic, ou à un moment donné, dans une scène, va vivre une situation et vous allez la remontrer dans le regard d'un autre. En fait, chaque personnage, donc les 3 personnages, Grégory Gadebois, Omar Sy et Virginie Fira, vont être les héros de leur propre chapitre. Donc ils vont vivre la journée chacun de leur point de vue, avec des changements sur les scènes, et en même temps aussi, ça crée une familiarité, un jeu ludique avec le spectateur qui revoit les mêmes actions, mais différemment. Il n'avait pas vu que la femme battue avait un mari violent. Et donc quand on part avec eux dans la voiture, on a une proximité, une intimité qui est due aussi à cette façon, je crois, d'incarner leur journée de départ. Qu'ont dit les policiers qui ont vu le film, parce que certains l'ont vu? Qu'en ont-ils pensé? Ça ressemble à leur réalité? Alors ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait une grande véracité, ce qui m'importait énormément, sur la façon de conduire leur travail, sur leur tenue, leur façon de se tenir. Ils ont travaillé avec une policière et un policier, et ils ont été touchés surtout, je crois, qu'on donne à ces personnages une pensée, une humanité qui ne leur est pas forcément toujours donnée dans les films, dans les séries télévision. C'est un film qui est sur derrière l'uniforme. Qui sont ces êtres dans cette histoire-là, derrière l'uniforme, et je crois qu'ils ont été très touchés dans ce que j'ai ressenti. Ils sont très beaux tous les deux, Omar Sy et Virginie Fira. Ils font très flics quand ils sont habillés en flics. Ils font très amoureux quand on les retrouve ensemble. Comment ce casting s'est imposé à vous? Alors Virginie, j'avais travaillé avec elle dans un film qui s'appelait Mon pire cauchemar. Elle était la maîtresse d'André Dussolier. Et j'ai trouvé que tout de suite, j'ai pensé qu'elle était tout à fait crédible dans cette policière, en même temps extrêmement fine dans l'interprétation du mal-être qu'elle va exprimer, et en même temps rayonnante quand il y a des scènes. Et alors je me suis dit, quel amant adultérin, je crois qu'on dit ça, qui pouvait incarner cet amant. Et j'ai eu la chance de rencontrer Omar Sy comme ça, en direct, sans parler de cinéma, en parlant de la vie. Et j'ai pensé que le rôle pourrait lui aller parfaitement, parce que j'ai trouvé qu'il avait une douceur, une fragilité. Et ce qui est beau, je pense, c'est qu'on ne l'a jamais vu comme ça. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'ait vu comme ça dans des films. Et puis, il ne faut pas oublier Grégory Gadebois, qui est un pur génie, de mon point de vue, qui est un acteur absolument génial, qui est un flic très carré et très dogmatique. Et on va voir très vite que Virginie et Omar Sy, enfin dans le film, évidemment, les comédiens ont une liaison ensemble. Elle est enceinte. Ça amène une dimension tout à fait différente. Ça amène autre chose au film. C'était un parti pris. C'est inspiré d'un livre qui s'appelle Police d'Hugo Boris. Et il y avait cette jeune femme, on apprenait qu'elle devait se faire avorter. Et donc elle est dans un état de vulnérabilité qui la conduit aussi à regarder cet étranger, cet homme qu'elle ne connaît pas, d'une autre façon. Elle ouvre quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas ouvert si elle avait été la veille ou l'avant-veille. Donc cette porosité vient aussi de cette chose qu'elle doit faire et qui est forcément douloureuse. Et donc elle ouvre le cœur des deux autres aussi petit à petit. Ils sont obligés de lâcher quelque chose.
C'est un film sur l'amour, sur la désobéissance, comme vous l'avez dit. Vraiment à découvrir. Si vous voulez rencontrer Anne Fontaine, il faut aller quand même très vite maintenant. Hein. C'est pile poil dans une petite heure. Ça se passe à l'UGC, que dis-je, au Star Syntex à Strasbourg. On ne m'en voudra pas. Et sinon, la sortie nationale, ce sera le 1er avril. Anne, ça a été un plaisir de vous recevoir. Bonne route à ce film. Merci beaucoup. On va vous libérer dans un petit instant. C'est Guillaume Roden qu'on va retrouver. On va parler de Banana Impro. C'est le week-end prochain. Célia nous dira tout sur les municipales. Ça, c'est dans une petite demi-heure, juste après ça. Et on parle impro ce soir avec Banana Impro et Guillaume Roden. Comment allez-vous, Guillaume? Très bien, très très bien. Il y a le soleil un peu plus que dehors. Exactement. Et du coup, je crois que je vais rester, ça vous dérange pas, voilà. toute la soirée. Et le jaune d'une papillon est complètement adapté à notre charte graphique. Vous avez vu ? Ça, c'est professionnel. Mais quand même. Le diable se cache dans les détails et chez vous, c'est une évidence. Ça va se passer samedi prochain, une petite semaine qui va permettre aux gens de venir très rapidement dans cette salle de Münsterhof, c'est rue des Juifs à Strasbourg. Exactement. Explication pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, le symbole est génial, moi j'adore l'affiche. Le Banana Impro, c'est quoi? Banana Impro, alors c'est un spectacle d'improvisation, comme il existe aussi à Strasbourg, mais celui-ci a un concept très particulier, puisqu'on a 4 comédiens qui vont improviser à partir des mots du public, et surtout on fait jouer un gorille qui n'aura pas le droit de parler, donc il devra immortaliser une belle-mère ou un meuble de cuisine, et surtout la petite spécificité, c'est sans doute aussi le fait qu'un des comédiens sera un metteur en scène, c'est-à-dire qu'il va être un vrai réalisateur, et il va faire un casting, il va mettre une ambiance dans la salle, et il va intervenir pour que l'impro soit toujours rythmée, et pour qu'on voit sa vision dans ce que vont faire les comédiens. Voilà, évidemment, c'est très drôle à l'image du teaser du spectacle. Regardez. Rendez-vous le samedi 14 mars pour le... Bon, c'est bon? Faut que j'enchaîne, hein. Rendez-vous le samedi 14 mars pour le... Ah, ça va? Ça va, ok. L'avant-dernier Banane et Châtiment de la saison, c'est le samedi... Voilà, tu vas pas bien, Philippe? Ah non, mais là, c'est le voyage très compliqué. On a fait Chine, là, et puis escale Lombardie, c'était l'horreur, ça... Oh. Non mais attends, je déconne, Guillaume. Le dernier Banane et Châtiment, c'est le samedi 14 mars. Guillaume, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, Guillaume. Guillaume, non, me rattrape pas. Samedi 14 mars, à 20h, à la salle Münsterhof. C'est sans doute le dernier Banane et Châtiment. Guillaume, ne laisse pas tout seul. Ah, voilà, moi j'adore. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Voilà, on l'a passé sur nos réseaux sociaux. On doit se marrer à faire ça avec son pote. Ah oui, alors on a fait qu'une seule prise et on le voit à un moment quand je cours, je rigole. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il est médecin. Donc, voilà, dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. Et puis, alors, une petite histoire aussi, ma femme l'écoute en continu chez nous. Donc quand j'entends rigoler dans l'escalier, c'est que je sais qu'elle est en train de regarder ce petit clip. Donc ça me fait plaisir. Ça marche bien. Ouais. Comment on travaille l'impro pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est une très bonne question parce que l'improvisation, paradoxalement, ça se travaille. Alors bien sûr, les comédiens, ils n'ont rien préparé du tout et pourtant, c'est des heures d'atelier, d'entraînement où il faut qu'il y ait une synergie, une connexion entre les personnes au niveau technique, artistique, mais aussi qu'il y ait une synergie entre eux. Il faut aussi qu'ils soient des amis et c'est une vraie bande de potes qui se connaissent depuis des années et qui sont côtoyés aussi sur différentes scènes de Strasbourg. Et le fait d'être copains, ça aide quand même énormément pour rigoler autant. Alors on va préciser votre rôle à vous, c'est maître de cérémonie. C'est-à-dire c'est vraiment vous qui mettez un peu le feu. Comment vous voyez votre rôle? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Alors, ce qui est très important, c'est mettre les gens à l'aise, parce qu'on a des gens qui viennent pour la première fois voir de l'impro, d'autres qui sont habitués. Il va falloir fédérer ce public, qui se sentent vraiment comme une équipe. Et on n'est pas contre les comédiens, on est avec. Et c'est vraiment un spectacle qui est bienveillant. Malgré le titre Banane et Châtiment, eh bien en fait, on est vraiment tous ensemble. Et mon rôle, moi, c'est vraiment de créer du lien avec les comédiens. Je vais les taquiner, mais pas trop, parce que le but, c'est qu'à la fin, on sorte tous ensemble, avec une belle ambiance, convivialité, et puis surtout, voilà, des courbatures au visage, parce qu'il faut vraiment qu'on rigole, et c'est l'objectif principal de cette soirée. Et vous avez évidemment une spécificité, c'est que vous êtes éco-responsable, et vous lancez l'opération Apporte ton gobelet. Si tu veux participer à cet élan collectif, on lance aussi l'opération Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet. Apporte ton gobelet, porta il tuo bicchiere. Et figure-toi que si tu apportes ton propre gobelet, eh bien on te le remplit gratuitement avant le spectacle.
C'est un gobelet par personne, ça suffit. Oui, il faut éviter que les gens se bourrent la gueule quand même. C'est ça. Alors ne venez pas juste parce que vous avez soif, mais venez parce que vous voulez vous amuser. Alors ça, c'était une action qu'on a faite une fois. Alors pour ce spectacle-là, on ne pourra pas remplir les gobelets. Ok. Donc je préviens, pas de fausses promesses. Par contre, on va remplir la salle et surtout du rire, du rire, du rire. Alors venez avec votre gobelet, hein, du coup, quand même. Ils peuvent quand même venir avec. Ah oui. Il y a à boire, Mais là, ils viennent avec leur gobelet, voilà. on les sert et puis c'est parti. Voilà. Et le coup des bananes, alors c'est quoi ? C'est à une époque, parce que souvent en spectacle d'impro, on dit le carton vert c'est pour l'équipe à droite, le carton rouge, etc. Vous, ça se passe comment ? Eh bien nous, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'on demande au public, donc on aura 150, 180 personnes, à la fin de l'improvisation, de dire s'ils ont été satisfaits de l'improvisation, de la mise en scène, des promesses qu'on leur a faites. Dans ce cas-là, ils vont tous crier banane, et s'ils ont senti une escroquerie, et connaissant les loulous qui sont sur scène, il y a souvent des escroqueries, ils vont crier châtiment. Et c'est moi qui vais juger s'il y a eu plus de bananes ou plus de châtiments. Si c'est des bananes, ils remportent des points pour remporter finalement le gorille à la fin du match. Et s'il y a des châtiments, eh bien le comédien qui était metteur en scène va subir une punition, mais qui n'est pas bien méchante, qui est de l'ordre de refaire l'improvisation tout seul, par exemple, refaire tous les personnages. L'idée, c'est se rattraper. C'est vous qui allez décider de ça. Exactement, ils ne le savent pas. Et du coup, le but, c'est se rattraper auprès du public. Et à la fin, ça finit toujours bien. Ce n'est pas une véritable punition, c'est plus une manière de retrouver le public et de l'avoir de nouveau dans la poche. Et on est bien d'accord qu'il y a un gorille sur scène et c'est un vrai gorille. Ah oui, ne lui dites surtout pas que c'est un faux gorille. Là, je l'aurais emmené, il aurait très très mal pris. Oui, non, c'est un vrai gorille, le seul gorille alsacien d'ailleurs. Et qui parle pas. Qui parle pas, on peut pas vérifier avec son accent, mais il a un régime alimentaire qui est très alsacien, je vous le rassure. Qui est très sévère. Ne manquez pas Banane et Châtiment, ça va se passer le week-end prochain. C'est rue des Juifs dans cette salle Münsterhof. Il y a combien, la jauge, c'est quoi, 150, 180 personnes? Ouais, 180 personnes, et c'est une salle normalement de concert classique, et elle est magnifique si vous la connaissez pas, ça fait un peu salle cachée. Tout à fait. Et on est tellement content de la voir. Et c'est sur bananaimpro.com que vous venez de voir, vous pourrez encore trouver des billets. Tous les vendredi, on fait un petit tour sur nos programmes et également sur les sorties avec Célia. Nous vous avons proposé 3 grands débats à l'occasion des élections municipales de Mulhouse, Colmar et Strasbourg. Et ce week-end, on vous propose une rediffusion si vous les avez ratés. C'est toujours en partenariat, bien sûr, avec DKL Dreieckland. Là, vous voyez les dates de diffusion. Donc pour Colmar, samedi à 10h et 19h, dimanche à 9h et 17h. Pour Strasbourg, qui aura lieu juste après cette émission, ce sera en rediffusion samedi à 11h et 20h et dimanche à 10h et 18h. Et enfin pour Mulhouse, samedi à midi et 21h et dimanche à 11h et 19h. En espérant vous avoir aidé à choisir votre future maire. Sachez d'ailleurs que nous serons en direct les 15 et 22 mars à partir de 19h55 pour vous... les 2 dimanches des élections. Les 2 dimanches des élections pour analyser les résultats avec vous, cette fois sur toute l'Alsace et en direct bien sûr. Et juste après l'émission. En temps réel, des invités, des politiques. On va faire le débat d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes maintenant, avec Anna Britz et Pierre Maurer de Dreieckland. On passe un peu de musique? Oui, bien sûr. Ce week-end, on aura la chance de découvrir un jeune prodige de piano. On sait à quel point vous adorez le piano. Il s'agit de Hao Wei Lin, un jeune Taïwanais de 14 ans à peine, à découvrir dimanche à 20h45. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est dimanche. Célia vous le disait à 20h45. Allez, après le canapé, on se bouge et on sort. Ouais, on va même découvrir les fonds marins, figurez-vous. De vendredi à dimanche prochain, à la Cité de la musique et de la danse à Strasbourg, Parvis, Rive Étoile. Ce sera la 32e édition déjà de la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. C'est à l'occasion de laquelle que vous pourrez assister en fait à la projection de dizaines de films comme celui que vous voyez à l'écran, mais également découvrir des conférences et expos photos sous-marines. Cette fête de l'image est avant tout un concours européen, on ne l'oublie pas, de photographes, cinéastes et vidéastes amateurs. Pendant près de 3 jours, vous pourrez au fil des projections danser avec les requins de Tahiti, rencontrer les lamantins de Floride ou encore évoluer
auprès des brochets de notre région. C'est à découvrir du 13 au 15. Quelles images merveilleuses, et c'est porté magnifique. par Léo Barcat, un vieux de la Qu'on vieille, adore. qu'on adore évidemment. Allez, un point sur les réseaux, nos Oui, réseaux. vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les réseaux et on vous en remercie. Alors bien sûr, au-delà de l'information, on essaye tant que possible de vous faire profiter des sorties de la région et il y aura du lourd ces prochaines semaines. En ce moment, sur notre Facebook, vous avez des jeux concours qui vous permettent de gagner des places pour le festival d'humour Drôle de Zèbre avec notamment Anne Roumanoff ou encore Mathieu Madénian. Il y aura également des jeux... Drôle de Zèbre, ça commence semaine prochaine, semaine pro Oui, c'est ça. Ok. À partir, vous voyez, du jeudi, du mardi même, 17 mars. Ensuite, on aura également des places pour assister à Fanabrique ou encore pour le prochain festival du Mondial de l'Impro cette fois-ci ou encore Forever 90 et la Run and Dance. On a plein de choses à vous faire gagner sur les réseaux. Rejoignez-nous et si vous êtes plutôt Instagram, n'hésitez pas à nous taguer sur vos plus belles photos de la région et on vous repartagera avec grand plaisir. Voilà, soirée politique d'ici quelques minutes. À l'abri de c'est Pierre Morer pour le débat Strasbourg. Avec 5 têtes de liste, vous voulez les rappeler? Oui, on a donc bien sûr Jeanne Barséguian, Alain Fontanelle, Ombline Duparc, Catherine Trottmann et Jean-Philippe Vetter. Voilà, sachant par rapport aux règles tout simplement du CSA que toutes les listes sont évidemment passées sur notre antenne. Tous ces débats, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, vous les reverrez en tout cas ce week-end. Allez, 20 petites secondes encore avec vous. Donnez-nous, allez, je vous donne 30 secondes pour nous donner très très envie d'aller sur votre Facebook, sur votre site internet, réserver ces places pour voir le Banana Impro. Alors, pour venir, c'est pas compliqué. Si vous avez envie de bretzel, il y aura des bretzels. Si vous avez envie vous avez des gobelets en plastique, vous savez pas quoi en faire, venez avec votre gobelet et faites croire que vous êtes écologiste. Si vous aimez les gorilles, venez. Vous n'aimez pas les gorilles, venez quand même. Et puis surtout, venez avec des gens que vous aimez, car c'est une soirée où on va tous s'aimer, on va tous manger des bretzels et on va beaucoup beaucoup rigoler. Et voilà, entre Alsaciens, non Alsaciens, et j'ai tellement hâte d'y être. Et dans cette période un peu plombée par le coronavirus, un accident de TGV, etc., allons rigoler un peu. Voilà, et le bretzel prévient du coronavirus, on ne le dit pas assez. Venez le tester, il y en aura le samedi 14 mars. Bienvenue aux humoristes, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. Tous les vendredis, Alsace 20 vous emmène dans l'actualité du Grand Est, c'est ce qui vous attend maintenant avec les 3 autres télés du Grand Est. Et je vous rappelle, à 20h, débat en direct, non pas en direct, ça a été enregistré avec Strasbourg. C'est parti, bon week-end. Avec des conditions météo souvent défavorables, que faire lorsque l'hiver vosgien n'est pas à la hauteur? En février dernier, les vacanciers ont multiplié les visites dans la région, comme dans cette confiserie à la Bresse où jusqu'à la semaine dernière, on n'a pas désempli. Témoin ce compteur aux portes de l'établissement. On est pas loin de 50 000 personnes. Ce qui est dû, encore une fois, aux conditions climatiques. C'est vrai que quand il fait vraiment mauvais, les gens, au lieu d'aller sur les pistes de ski, ils s'orientent vers les activités à l'intérieur, comme la nôtre, comme la piscine, comme le bowling, etc. La dernière semaine de février a même été la plus grosse en termes de fréquentation. Le nouveau découpage des vacances scolaires et des efforts réalisés en matière de communication y étant pour beaucoup. Et la situation pourrait presque être idyllique si on ne réfléchissait du moins qu'à court terme. Cet afflux de clientèle leur a posé bien des problèmes. C'est vraiment pas des bonnes conditions de visite. Alors on essayait d'expliquer aux gens, de leur demander de revenir à un autre moment, mais bon, c'est pas simple, quoi. Donc nous on n'aime pas du tout ces grosses journées où on a même été obligé de nous mettre devant la porte pour refuser aux gens d'entrer pour des raisons de sécurité aussi. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc quand il fait beau la semaine, la fréquentation se répartit sur l'ensemble de la semaine et c'est beaucoup plus facile à gérer. Ce mardi, au moment du tournage de ce reportage à la confiserie, le contraste était donc plutôt saisissant. On y a croisé malgré tout quelques-uns des derniers vacanciers, tout droit venus en famille de Dunkerque. Vous étiez venu pour faire du ski? Tout à fait. Pas de neige, ou très peu de neige, et c'est tombé hier soir, et donc là on a pu en faire un peu ce matin, mais effectivement autrement, pas beaucoup de neige en ce moment. C'est compliqué? C'est relativement compliqué, oui. Déçu? Non, parce qu'il y a d'autres choses à faire et d'autres activités, donc, comme la visite de la confiserie. Là. Avec les enfants, du coup, on a trouvé d'autres activités en attendant. Et, du coup, c'était le dimanche après-midi, on a été à la chèvrerie l'après-midi.
Et puis là, aujourd'hui, on fait la confiserie. Hier, c'était la piscine. Voilà. Alors la question suivante allait de soi. Est-ce que vous reviendrez dans les Vosges? Oui, j'aime beaucoup les paysages, là, surtout là avec la neige, les sapins, et puis même pour l'été, je pense qu'il y a des superbes randonnées à faire. C'était la première fois et on aime bien la station en tout cas. La confiserie La Bressaude, c'est plus de 200 000 visiteurs par an, hiver comme été. Le mois d'août est d'ailleurs équivalent à un bon mois de février en termes de fréquentation. Il est des prix dont certaines villes se passeraient bien. Hier soir, la Fondation Abbé Pierre célébrait la seconde cérémonie des Piques d'Or, un Oscar satirique des politiques les plus hostiles aux personnes sans abri. Pour la première fois, la capitale alsacienne concourait. Si l'imagination débordante des élus de Calais et Nice en matière d'arrêté anti-mendicité a ravi à Strasbourg une première place, sur le terrain, les associations dénoncent une situation qui s'aggrave et souhaitent rendre visibles ces dispositifs. Ça peut être des pics, ça peut être des galets fondus dans du béton pour que les gens ne puissent pas s'allonger à l'entrée des immeubles. Ça peut être des bancs, mais des bancs très raccourcis avec des accoudoirs en métal où on ne peut pas donc s'allonger, poser la tête. Il y en a énormément. Il y a des fermetures de passage, donc comme celle qui est derrière nous. Ces grilles n'étaient pas présentes il y a quelques mois. Donc en fait, toute la cour a été fermée par 3 grilles. C'était un endroit qui était un abri pour certaines personnes. Des équipements qui fleurissent un peu partout, souvent même sans qu'on les remarque. Ici, une assise inconfortable, là, quelques galets qui empêchent de s'installer à l'abri, ou encore des sièges individuels à la place des bancs. À Strasbourg, le collectif En Marge se mobilise également contre l'arrêt anti-mendicité concernant 3 zones de l'hypercentre. Pour eux, toutes ces mesures produisent le même effet, de l'exclusion. Les personnes à la rue sont encore plus stigmatisées et ça les éloigne encore un peu plus du centre-ville, là où il y a du passage et que c'est vrai que sans leurs manches, ces personnes ne pourraient pas subsister. Voilà, donc aller dans des quartiers excentrés, c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile aussi pour les associations qui maraudent, parce que continuer un suivi auprès de certaines personnes n'est plus possible. Le travail de terrain déjà mis en place par les associations qui maraudent, du coup, est complètement perturbé. On n'a plus de traces des personnes. Michael Labbé est philosophe. Jury cette année pour la Fondation Abbé Pierre, il dénonce une logique plus vaste à l'œuvre dans les villes. Pour lui, l'obsession de l'attractivité produit des cités de plus en plus excluantes. Dans les villes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire des villes obsédées par leur attractivité, par leur rayonnement, des villes qui sont construites comme des produits ou des marchandises à destination des classes les plus aisées, classes créatives ou touristes. Au fond, il s'agit de vendre une certaine image. On le voit avec tout le marketing territorial, toute la course aux événements, aux labels, etc. Et en réalité, on ne tolère plus de présenter aux futurs clients des villes un visage inamical dans lequel les sans-abri, les plus faibles pourraient ne pas cadrer avec le décor un peu folklorique qui est celui-ci. Si les populations en grande précarité sont la cible de ces mesures d'éloignement, il se pourrait bien qu'au final, ce soit l'ensemble de la population qui est à y perdre. Au fond, lorsque on enlève des bancs, lorsqu'on met des assises à faible largeur, à inclinaison, comme on le voit dans les arrêts de tram, les arrêts de bus de plus en plus souvent, en réalité, bien évidemment, ça cible d'abord les personnes les plus marginalisées. Mais imaginez que vous soyez un enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids, une personne âgée, ou simplement que vous ayez passé une journée harassante quand vous cherchez vos enfants et que vous avez vos courses en main. La ville se rend moins amicale pour nous tous en fait. Si Strasbourg n'a pas été distingué par la Fondation Abbé Pierre cette année, les acteurs associatifs espèrent que la prochaine municipalité prendra le problème au sérieux pour que 2021 ne voit pas à nouveau la capitale alsacienne nommée pour ce prix pas très glorieux. Dans leur garage, Catherine et Xavier restaurent une voiture mythique de l'histoire de l'automobile française. Alpina 110 1300 de 1970, préparation client. Ils ont choisi d'acquérir cette Alpine Renault en 1982, une année particulière pour ce couple. Au lieu d'aller en voyage de noces, on a acheté une voiture de sport. Ils ont repris plus régulièrement la restauration de ce modèle non roulant depuis 4 ans avec leurs propres moyens. On a eu des enfants, on a acheté une maison, on a retapé la maison et entre-temps, on a acheté une autre. Que j'ai cassé,
avec laquelle on a roulé avec plaisir et puis on a laissé un petit peu celle-là tomber. Ce modèle de berlinette Alpine Renault A110 1300 configuration compétition a participé au Mans et à son palmarès figure également le titre de championne du monde de rallye de 1973. Pourtant, pour ce couple passionné de sportive, c'est la simplicité du véhicule qui lui donne tout son charme. La 110, c'est la reine. À cette époque-là, il faisait des sportifs très abordables. Je démonte tout, je refais tout avec madame, mais on reprend au maximum toutes les pièces existantes de la voiture. Moi, ce qui me plaît, c'est de connaître ma voiture, de changer un truc s'il faut. On est déjà venu nous en proposer de l'argent, beaucoup d'argent même, mais non, c'est pas possible. C'était impossible qu'elle sorte d'ici. Dès qu'on était un bon bricoleur, vous pouviez fabriquer votre voiture. Et c'est ce qu'on appelait à cette époque-là les constructeurs sans patente. C'était fabriqué par la main de l'homme. Vous avez eu Scora, JD. JD, c'était monsieur Jacques Durand. J'ai toutes les pièces, si c'est faisable de refaire. On meule, on ponce, on sable. Moi, je me suis occupée surtout de faire la peinture, la fibre de verre. Ça, c'est des voitures, ça sent le polyester, ça sent l'huile, ça sent les gaz d'échappement. On fait quoi avec la machine, hein? Faudra essayer. Pour essayer, il faut d'abord apprendre non pas à monter, mais descendre en voiture. Non, on passe la jambe, les fesses, on passe la tête sous le montant de portière, et après on rentre dans la voiture. Caché derrière un Porsche Cayenne, on ne nous voit pas. Hein. C'est une voiture qui fait dans les 1,10 m de haut, et on est assis à 12 à 15 cm du sol. Il leur tarde d'ici un an de présenter leur voiture à l'Alpine Gordini Club Champagne. Ce club perpétue le mythe d'une marque aujourd'hui confidentielle. La marque existe encore, sans doute grâce à nous. Catherine et Xavier aiment les voitures qui ont une âme. Celle-ci sera enfin prête pour leur retraite. C'est une visite synonyme de victoire pour l'EHPAD Le Val-Fleury de Fénétrange. Patrick Weiten, président du département de la Moselle, est venu annoncer à l'ensemble du personnel la restructuration et l'agrandissement de l'établissement. Jusqu'alors, la structure pouvait accueillir 61 résidents. Désormais, ils pourront être 20 de plus. Quand j'ai été élu à la présidence du département de la Moselle en 2011, c'est le premier EHPAD que j'ai visité en Moselle. Et cet EHPAD m'a laissé un souvenir, c'était celui où il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas avoir un EHPAD à 60 lits. Économiquement, ce n'est plus viable. La taille critique, c'est 80 lits au moins. Et donc, on leur apporte 20 lits supplémentaires pour arriver à un équilibre budgétaire de fonctionnement. Après 3 ans d'attente, c'est un véritable soulagement pour les membres du personnel, puisque c'est l'assurance pour eux d'un emploi pérenne. Aujourd'hui, on a une vraie perspective d'avenir, comme je disais avant, avec la possibilité à la fois de restructurer l'existant, de s'agrandir, peut-être d'imaginer de nouveaux projets aussi. Et puis, pour le personnel, évidemment, la perspective de pouvoir poursuivre sa mission dans un établissement qui, par l'occasion, deviendra pérenne au moins pour 20 ou 30 ans à venir. Donc voilà, c'est tout le bonheur qu'on se souhaitait. L'EHPAD, premier employeur au sein de la commune de plus de 700 habitants, peut donc envisager un peu plus sereinement l'avenir. J'ai dit, écoute, tu peux pas me créer un porte-savon, quelque chose qui puisse égoutter le savon? Et il m'a préparé ça. Je l'appelle l'original. Quand Béatrice m'a demandé de faire un porte-savon, c'est ce que j'ai inventé. À peu près, parce qu'au départ, j'avais pas les mêmes outils, j'ai vraiment bricolé. Un premier porte-savon pour madame en 2009, puis quelques marchés, la rencontre d'un savonnier artisanal à la recherche de supports en bois a tout accéléré, en 10 ans, ce qui était d'abord une thérapie pour Stéphane dans son garage de Saint-Nabord est devenu un second métier. J'ai fait un burn-out dans mon ancienne activité professionnelle, j'étais devenu chef et j'ai découvert en moins d'1 an que j'étais pas du tout fait pour ça. Voilà. Donc arrêt de travail, je voulais plus y retourner et puis je tournais en rond dans la maison et je me suis mis à travailler des petits morceaux de bois pour m'occuper et c'est comme ça que j'ai retrouvé ce goût du bois et cette envie de créer. Stéphane propose ainsi une douzaine de modèles de porte-savon, de quoi rompre la monotonie malgré les quantités produites. 9000 objets en 2018, 18 000 en 2019 et il pense encore doubler ce nombre en 2020 avec l'aide d'un ami qui lui prépare le bois depuis quelques mois. Le Navoirio n'en vit pas à ce jour et travaille toujours 30 heures par semaine dans un magasin de bricolage. À l'avenir, il faudra choisir mais sans renier ses valeurs.
C'est un produit qui reste absolument artisanal, donc il n'est pas industriel. Chaque pièce est différente l'une de l'autre. Il y a des petits défauts, il y a des petites imperfections, il y a des nœuds, il y a des différences de couleurs. Mais tant que ça reste dans l'esprit du bois, moi je fais tout passer parce que c'est le bois qui est essentiel à mes yeux. Ce bois, de l'érable principalement, plus facile à travailler, est originaire du Grand Est et fourni par une scierie de Sainte-Marguerite. Seul ajout naturel de l'huile de lin pour protéger ses créations, qui ne se limitent pas et loin de là aux porte-savons, destinés eux en grande majorité à des savonneries artisanales, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Ces produits se retrouvent même en Hollande ou en Angleterre.